Qu'on y a dans parler national, côté n'a suivre le président Jean-Bertrand Aristide qui a rentré côté il était sorti dans l'ONU. Après un message que il passé dans l'ONU. Qu'on y a la rentrée en Haïti côté il y a quelques temps peut pas ici parler tout le visage ça qui vient de sur le visage lui côté le président est campé dans l'ONU qu'il fait tout le monde parler et d'après certains haïtiens même fait qu'on est même blanc même monde dans l'ONU battre bravo même candidat opposant contre le président Jean-Bertrand Aristide est satisfait de message ça déporté dans l'ONU et c'est pour ça qu'on y a suivre et Jean-Bertrand Aristide va entrer là qu'on a président peuple haïtien. Alors, selon va ça va, il a fait une subversion. Donc c'est normal de rencontrer le président quand il rentre de l'étranger, c'est une règle diplomatique. Ce contre-temps. Écoutez, je crois que le président partage la liesse avec la population de Port-au-Prince, donc c'est logique qu'il nous fasse prévenir qu'il ne peut pas nous recevoir comme c'était prévu. Ça, côté que on suivre grand tournée, grand campagne ça, que journée aujourd'hui, Père Jean-Bertrand Aristide lui-même après que le Téfine prend la parole dans l'ONU, jour qui est 25 septembre 1991 là, 48 heures après ou bien 2 jours après, 27 septembre 1991, il est retourné dans Port-au-Prince. Côté que tu as monsieur diplomatique ou même pas bon côté par corps diplomatique là, qui est présent tout dans séance ça, mais à cause de foule là, Père Jean-Bertrand Aristide pas de caca lâcher lui-même, tant que Jean tout dit, tant que lui échoué sans peuple ou bien que le a réussi sans peuple, eh bien lui-même, il a plutôt garanti tout le monde, il a plutôt embarqué dans le même bateau avec le peuple parce que il voulait réussir ensemble avec le peuple et sans peuple, rien pas qu'à marcher. Et c'est ça fait côté que à 82 minutes qu'on y a avancé à 1 minute, côté que foule accompagné voiture, Père Jean-Bertrand Aristide, et puis tout, il a pas approché vers le palais national. Tout bruit ça, c'est applaudissement Père Jean-Bertrand Aristide lui-même, pas bon côté parler, il est très satisfait et pourtant il est dans foule là. Il fait intervention à tout le peuple là dans le palais national. Côté c'est première barrière sous place Jean Mastan, tout le quartier général là. Barrière ça ouvri en même temps qu'il a ouvert barrière là pour Père Jean-Bertrand Aristide entrer lui-même. Eh bien, population haïtienne dans lui-même, il franchit barrière ça avant que machine Père Jean-Bertrand Aristide, président haïtien, entre dans le palais national. Bruit ça, c'est bruit population lui-même par bon côté parler qui accompagne voiture privée Père Jean-Bertrand Aristide, président pays. Et actuellement, nous vivons un moment, une ambiance, c'est tout à fait signifiant. Le nous parler de tout à fait signifiant, c'est parce que le peuple a mélangé avec militaires sous pelouse palais national. Sous pays le palais national, il y a un pile monde qui est obligé d'entrer. Kounia, tout pas de frontière encore pour la population civile parce que ont tout débarqué, ils ont entré dans le palais national. Il y a le temps de Père Jean-Bertrand Aristide lui-même dans un message que le va délivrer dans quelques minutes encore et nous suivre comment ça va marcher. Voilà, c'est arrivé le président pays dans un type décapotable, côté que tête qui paraît dehors, costumé en blanc, col rouge, c'est en souriant accompagné de premier ministre qui c'est monsieur René Préval. Eh bien, qu'on y a suivre, côté que côté ça, c'est en pile acclamation, en pile bravo, et n'a suivre comment ça peut passer. Bon, font petit bac, là, font petit bac. Un gros bravo pour tout le monde qui font petit bac. Une qui est l'autre. Un gros bravo pour discipline, tout le monde. Un gros bravo, là, font petit bac. Un gros bravo toujours. Là, font petit bac, là, font petit bac. Une qui est l'autre. Là, fait propre sécurité par nous, pour titi. Une fait un petit bac, là, font petit bac toujours. Voilà. Président paysan, qu'on a rencontré un petit adoptif qui s'est Tissoni,
Il y a un petit monde, tout le monde connaît, Père Jean-Bertrand Aristide adopté. Eh bien, c'est le premier petit monde qui est accompagné dans le palais national. Le président paysan, il descend de machine, qu'on y a les sous-pilotes du palais national, là, il va avancer. Mais il a demandé aux gens pour une chaîne de solidarité, puis ils sont capables de bonne sécurité, puis ils n'ont pas de problème. Monsieur le Président de la République, à la tribune des Nations Unies, vous avez magistralement mis en perspective 10 commandements, 10 jalons qui sont des passages obligés, des instruments efficaces de la construction de la démocratie dans notre pays, de puissants leviers pour la sauvegarde de notre souveraineté nationale. Liberté conquise, fierté retrouvée, dignité ressuscitée. Tout cela, Excellence, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, je vous dis 77 fois merci. Avant de partir, vous te quittez le pays dans le peuple, gouvernement acclamé. Faut que nous disions chapeau bas pour le peuple. Chapeau bas pour la mer. De jour comme de nuit, ils ont monté la garde et ont su tenir en respect les ennemis de la démocratie. Pendant que New York et Miami, le peuple a acclamé à te campé pour te dire Makout. Peuple, nous sommes grand peuple. Pendant que dans les Nations Unies, où te bat un commandement qui te dit, plutôt, nous réussissons. Parce que nous réussissons sans peuple là, plutôt nous échouons à peuple là. Et à peuple ça, nous connaissons, nous ne pouvons pas échouer. Je dis, peuple a viré commandement. Commandement ça a été là, peuple a propre commandement parle. Il dit pendant 5 ans ça, plutôt nous échouer à attitude, sans nous réussir sans attitude. Et attitude, nous ne pouvons pas échouer. Monsieur le Président, ce voyage aux États-Unis et l'important discours que vous avez prononcé à la tribune de l'Organisation des Nations Unies seront des dates marquantes de l'histoire de notre pays que vous conduisez résolument vers la démocratie. Pour l'autre commandement encore, Président, on va permettre au peuple à changer ses premiers commandements. Les Nations Unies ont dit liberté ou la mort. Le peuple a continué pour le dire liberté ou la mort. Et liberté ou la mort pendant
Tout l'autre frère qui n'a pas état-major, tout l'autre frère, officiers, sous-officiers, soldats, et nous tous, sans distinction, sœurs, frères, qui se femmes voyantes, garçons voyants, qui baillent, peuple voyant ça, nous l'autre fois encore, moi dis nous saluons la chaîne à bel discours historique ça, avec belle parole vérité nous habitués pour monter. C'est avec même parole vérité ça, m'a commencé Timothée pour ça, qui donc, un seul nous fait, ensemble nous fait, ensemble ça, nous c'est la lavalas fierté, une lavalas dignité, une lavalas respect que nous ramassons dans l'histoire grâce à courage d'un peuple qui s'en pareil et peuple ça, nous avons raison de Haïti chéri nous. Haïti chéri, l'entendre de bonne chantel, je dis à on l'autre fois encore, nous rendons compte son vérité. Haïti ça, il ne misère toujours. Jour 7 février, c'est ça nous te dit ici là. 7 mois après, dans le jour 27 septembre, ça, qui finit avec cette là, qui a un chiffre 2 à devant, ce message ça, moi je viens ramasser pour mettre dans une couronne sous tête belle personne qui passait 3 jours, 3 nuits à veiller pour 7 février, pas perdu, pour nous capable de sortir dans la misère. Après 7 mois ça, moi senti 3 jours, 3 nuits nous faire ensemble à tout le peuple là, dans le 10e département, qui fait 3 jours, 3 nuits dans l'unité. C'est nous tous qui sommes groupés dans l'aéroport, qui prennent là à pied pour nous arriver ici là, qui ont l'occasion de constater que marche historique ça, qui vient croiser à vérité dans 7 février 1991 là, c'est un message spécial que personnellement je me sens ramassé pour m'adresser par les gens qui ont l'argent ici dans le pays d'Haïti. Jeunes qui sont dans le chômage, qui ne pas de travail, qui grand goût, ils ont oublié si au grand goût tellement ils voulaient changer le pays. Ils ont oublié si ils sont dans le chômage tellement ils ont soif pour un changement ça arriver. Si tout le monde qui a l'argent dans le pays là, et qui content les fierté à multiplier par 2, t'as fait il faut qu'on fait multiplier par 2 pour mettre 2 fois plus de travail dans le pays à la belle satavelle. À la belle satavelle. Ou même seul, frère, qui fait dans la bourgeoisie en Haïti, qui partage la bourgeoisie à goumer avec le peuple, et le peuple qui partage goumer avec la bourgeoisie, mais qui connaît fort la bourgeoisie à conformer selon règles de démocratie, je dis, dans notre peuple ça, moi je dire, ou même qui est fort, ou même qui partage à vivre en dehors du pays d'Haïti.
ou même qui t'a aimé vivre dans le pays, l'homme mourir, ou pas aller à l'argent. Mais toi, tout pays besoin de petit qui a l'argent. L'homme sorti aux États-Unis. Pour nous voir qui gens ont investi l'argent. Ça veut dire mettre l'argent dehors pour faire qui chose. Même si dans le pays aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui joue tout ça au besoin pour manger, pour travailler, pour vivre. Mais mes amis, ils n'ont pas gagné toute misère que nous avons la caille. Donc, pour même seul frère, si vous avez fait l'argent ça dans mauvaises conditions, qui donc j'en connais un volé, si vous avez fait l'argent ça là-bas, je dis là, frappez l'estomac. Pas jamais frapper l'estomac. Si vous brave, c'est l'estomac, c'est mon brave pour fierté, m'a collaboré, m'a mis l'argent ça pour ou mettre activité travail, ou investir dans l'activité l'argent quelconque pour plus de monde capable de travail. Parce que souvent fait ça, moi je fais ça pour vous. Moi je fais ça pour vous. C'est pas parce qu'on voit tout ça dans mon âme qui m'a prouvé. Pour le faire dans mauvaises conditions, pour le faire dans pied, pour le faire dans volet, pour le faire dans mauvais choix de faire, pour le faire dans mauvais régime, pour le faire dans mauvais système, pour le faire dans tout ça on ne connaît pas ça. Je dis à 7 mois après 7 février, dans la journée qui a cette là, moi bon chance, moi je prends chance, parce qu'on va gagner ni 2 ni 3 chances, son seule chance pour gagner, sinon on va gagner. C'est pas parce que vous oubliez qu'au nom de la justice, nous devons droit mettre pour rouge derrière tout volet ça pour nous prendre ça pas pour nous en main. Si vous pouvez comprendre, le proverbe l'a dit, justice, bon Dieu, c'est qu'après fait. Ça semblait une justice qui marche trop doucement, mais c'est une justice raisonnable. Puisque 7 mois, pendant que le monde n'a pas le monde n'a chômage, avec ou même qui est capable de diminuer le chômage là, diminuer le grand bois, il croit que j'aime ce dos là, jour pour jour, qu'on y a fait passe ça où, vous ne pas dans cette février là non plus, sur le futur, c'est bon. Fait l'argent en mauvaise condition dans le pays là. Bravo, peuple intelligent. Bravo, peuple intelligent. Bravo, peuple intelligent. Bourgeois qui fait l'argent dans mauvaises conditions et qui refuse d'investir, nous relayons patripoche. Et bourgeois qui fait l'argent dans bonnes conditions et qui a collaboré, nous relayons patriote. Au nom du peuple là, qui va une démonstration, 3 jours, 3 nuits, fierté, dans veiller ma coûte qui compte faire tout bourgeois explication, dans veiller ma coûte qui compte empêcher bourgeois de vivre bien, tellement ma coûte qu'on manque au dégât. Au nom de peuple ça, moi je vais bourgeois patriotes, un bel coup de chapeau, encouragement, pour me dire nous, tendez voir nos frères, 7 mois après 7 février, dans le jour fini par 7, parce que c'est 27, moi je dis, tant pis, pas quitter bourgeois, pas qu'à rouler, d'éteindre sur vous pour changer pour vous. Quel besoin il y a? Prends pour le peuple là. Marcher avec la braque sur braque ça, parce que comme ça, on va jouer une bonne direction, qu'on doit jouer une fierté. Fierté parce que l'argent gagne, ou mettre dans le pays, ou créer travail avec elle, ou participer pour l'honneur, respect, pays pao, pour dignité, pays pao. Pays d'Haïti, besoin petit qui de l'argent. L'argent était fait dans de bonnes conditions, parce que gain bourgeois, qui compte travailler dur, qui rédit, qui souhaite, sans ne pas exploiter pauvre, pour nous être capable de faire l'argent, faire petit, et pour ça, c'est avec respect que nous gardons l'argent, ça a faire, et c'est avec respect que nous invitons, encourageons pour nous participer dans la politique participation, de telle sorte que, et faut qu'on fait déjà, multiplier par 2,
pour gagner plus de travail, au moins 2 fois plus de travail, pour gagner plus d'espoir, au moins 2 fois plus d'espoir, pour gagner plus de contentement, au moins 2 fois plus de contentement, dans le chiffre 2 qui chitakol en papier, chiffre 7 là. Nous, je dis, en bas de fierté, de venger l'humanité, m'adresser pas à nous-mêmes, peuple haïtien, mais à un groupe qui a plus d'argent dans le pays. C'est même gens tout. On a encouragé l'unité en tout le monde qui a l'argent à tout le peuple là, m'a adressé dans 2 petits mots à tout pays qui sont amis nous et qui présent nous. Respect et encouragement. Je vous encourage au nom de ce peuple fier qui, malgré le chômage, malgré cette condition infra-humaine, malgré cette misère, continue à marcher pour changer ce pays qui est nôtre. Nous vous demandons, avec le même respect, la même fierté, la même dignité, de nous tenir par la main pour une coopération équilibrée dans le contexte économique. Ainsi, avec vous, amis et vrais amis de l'étranger, avec vous, amis et vrais amis de l'étranger, mais qui vivent ici, en Haïti, nous pourrons mieux transformer cette situation de misère infrahumaine. Là où un homme souffre, c'est l'homme qui souffre, car la souffrance d'un homme est la souffrance de l'homme. Puisque vous êtes homme et humaine, laissez vibrer votre cœur au rythme de cette dignité haïtienne. Ainsi, vos pays diront quelques mois plus tard, nous avons coopéré pour nous changer, nous étrangers, liés à la cause du peuple haïtien. Aux Nations Unies, j'ai pu toucher du doigt cette solidarité. Aux Nations Unies, j'ai pu regarder de vrais amis au blanc des yeux et voir comment ils sont prêts à marcher avec nous pour cette croissance économique. Salut à vous, vrais et vrais amis, encouragement à vous. Et quant aux faux amis, les yeux du peuple sont ouverts et resteront ouverts. Il y a un militaire patriote qui marchait bras sous bras ça avec un peuple vaillant, qui marchait main dans la main avec un peuple fier. C'est maintenant tout militaire patriote qui était campé et qui continue à camper pour veiller Macoute, Zenglendo, Piaget, ensemble avec le peuple là. C'est bras sur bras ça avec la MESA, la d'Haïti, qui a petit lit, il besoin d'envoyer l'école tout, qui a madame pour le soigner, dans le bal médicament, l'aile malade, dans le bal corps pour la marcher, dans le bal ça le besoin. C'est dans toute madame militaire, dans toute petite militaire, dans toute militaire qui fait yon à tout peuple là, que on l'autre fois encore, moi invité tout haïtien qui vient de quoi participer. Parce que comme ça, unité ça qui existait, la vie fait plus petite. Il déjà fait petite sécurité, il pral continuer à faire l'autre petite sécurité, n'en veiller aux prisonniers pour ne pas sauver, n'en veiller aux ingrédients pour ne pas connaître, n'en veiller aux voleurs de l'homme pour ne pas recommencer. C'est notre tête ensemble, à la message que nous le fois encore, on vient inviter tout le monde, mettez main, parce que main en pile, chaque jour. Main en pile, chaque jour. Avant de finir, bon, dis-nous ça, nous sentis. Nous sentis m'accorder avec chaque haïtien du 10e département. Nous sentis m'accorder avec chaque haïtien qui va ici. Et c'est parce que m'accorder avec eux qui fait regarder une série de ventes qui n'en volent venture plate. Venture plate et où est en dedans venture, zocotio tellement de ta mérité joindre de quoi pour manger. C'est parce que je m'acconnais avec toute ma vie, toute ma rêve, il n'a misé ça.
qui pas découragé, que je dis, moi dit, m'a continué dit, qu'on y a, ballon 7 février, que nous sommes passe avec les gens qui ont l'argent, n'a roulé sur le terrain économique pour mener une bataille économique contre ça. Et c'est pour ça insister, parce que plus moi, ouais, comment grand roi fait titre à les produits, plus moi, ouais, comment le chômage là réduit en pile, nous fait nous vivre vraiment. Mais, nous n'avons pas besoin de gêner pour dire son vérité. C'est plus pour me dire, si je dis avec tout plan pour ça, si je dis avec tout chômage ça, faut monde qui doit participer pour nous capables de remporter une grosse victoire économique sous misère ça. Qui donc m'insister parce que une certaine révolution ça, qui donc changement démocratiquement pour faire là, n'est pas fait seulement avec bel discours, il faut le faire avec action et pousser ballon dans pied nous, faire action pour ça capable de marcher. C'est un monde qui va grand. Chaque fois qu'on va travailler, vous avez une direction monde qui permet de travailler. Mandez-vous, dès qu'il prévient, ça l'attend. L'attend pour le attendre, ça l'a fait. Pour qu'il peut commencer. Il est pour commencer parce que le pays a besoin pour économiquement nous faire mieux 2 fois plus. Chaque fois, vous sentez chalet, chômage là, chalet béton, il commence à fort nerveux, il commence à révolter, vous voyez dans la direction monde qui est moyen. Mandez-vous, dès qu'il prévient, ça l'attend. Pour qui ça, autant comme ça? Parce que l'attend pour le temps. Moi-même, à tous les ministres, à tout le gouvernement de Koufret qui s'est monté pour qu'un Simon l'unité en toute petite peuple là, n'a fait toute colère, joindre satisfaction à travers mon bonne foi qui est moyen, au lieu de coller ça, avec un monde cassé. C'est au gouvernement bâtir l'unité entre tous les fils et toutes les filles de la nation. Mais l'unité de la justice en réclamant tant aux autres qu'à nous autres, au nom de tout le monde, qui, militaire comme civil, pas de moyens pour envoyer petit de l'école, j'ai au tablé, au nom de tout le monde, moi invité, professeurs, association professeurs, ensemble avec l'autre élève et membres du gouvernement, ministre, qui t'a cherché solution concernant proposition pour nous aussi, au plus tard, dans le week-end, ça, nous avons fait proposition pour une décision. Nous invitons pour faire proposition pour une décision. Nous devons commencer à dialoguer, marier nous, tous professeurs. Mettez femmes sur nous, mettez garçons sur nous, comprendre que misère, ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour tout le monde petit, tout le monde petit qui a des difficultés de voir l'école, pour que proposition faite sur vienne donner bénéfice pour la majorité de monde qui a des problèmes pour voir petit à l'école. Donc, tant pis, avec un pile respect, amour et compréhension, moi invite les professeurs, font un geste de compréhension, n'a encouragé les propositions, tourner décision dans le week-end ça avant dimanche. Ce n'est pas ni volonté de manquer, ni possibilité de manquer pour ta carrément déclarer proposition pour une décision. C'est un lot de respect, dialogue, participation que nous ajoutons pour que dans le week-end nous fassions peuple là cadeau, ça l'a réclamé à travers la manifestation qui est faite, à travers Jean parlé dans la radio. D'avance, on comptait sur le professeur avec le propriétaire de l'école et me dire merci dans notre peuple haïtien pour cette compréhension que l'espérer n'a fait avant dimanche. Dans le même sens, toujours. Dans le même sens, toujours. Oui, il a fonctionné en 2 temps comme ça doit. Pas de problème. Tout ça a fonctionné en 2 temps comme ça doit. Pas de problème.
dans le même sens toujours, moi adresser à parti politique pour me saluer, pour m'encourager, pour être capable de continuer à marcher dans l'unité entre eux et avec tout le peuple là, continuer à fortifier le parti politique de telle sorte que Jean-Marie pays a réclamé pour ensemble nous joindre une opposition qui a appliqué la loi pour faire démocratie à marcher, pour nous capables de bâtir ça, nous aider l'unité de la pluralité politique, l'unité de la diversité politique. Donc, leader politique, pour les ballons, compréhension en bas nous, avec un pile amour, l'autre fois encore, si nous ne pas ramasser les ballons, pour nous dribbler, pour nous faire goal, après, pas dire c'est moi, dire c'est nous, pas faire, ça pour nous faire, pour nous être capable de gagner, pour popularité, pour nous. Nous souhaitons une bonne chance, tout parti politique. Nous souhaitons députés, sénateurs, pour continuer à faire tête ensemble avec le peuple là, pour eux-mêmes tout capables de compter et à marcher selon disons peuple là, parce que passer pour réussir sans peuple là, plutôt nous échouer à peuple là, et à peuple là, nous pas capables d'échouer. Et enfin, moi encourager toute ministre, moi encourager, nous connaissons ça, nous connaissons ça, nous ne pouvons pas faire rien, mais nous connaissons ça. Moi encourager enfin, toute ministre, pour dans chaque ministère côté encourager chaque employé de l'État, parce que qu'on y a pour nous peser pédale économique là, pour machine économique là capable de courir 2 fois plus vite, moi encourager chaque employé de l'État. Tant que son frère qui n'a pas d'abord, moi encourager eux. Sentir que vous-même, quand vous êtes dans le bureau de l'État, il faut que vous ayez 2 fois plus rendement dans les gens qui ont fait travail là, marcher comme ça doit et marcher vite. De telle sorte que rendement administration publique, qu'on va là, pour le arriver à 2 fois plus si possible, tellement le taille bénéficier de 2 fois plus d'efforts que vous êtes capable de déployer. Ça veut dire, dans toute province, dans toute ville provinciale, dans toute bourg, dans toute capitale, là, tout partout côté qui est employé l'État, continuez à encourager. Sous cette balle doucement accéléré. Vous n'avez pas besoin de monde qui peut veiller pour peut-être pas, parce que si longtemps, de te qu'on dit, voler l'argent d'État, pas voler, je dis, nous connaissons très bien, voler l'argent d'État, c'est voler, et voler par l'unité dans l'administration de l'État. Donc, tout employé public, les recevoir nous, accueillir, même gens, de se accueillir, peuple haïtien dans l'accueil, nous se joignent l'autre bord, avec un bon petit sourire dans le bureau d'État, accueillir mon cap du Cobo, avec un bon petit sourire de compréhension, par l'information que besoin, avec un pile courtoisie, adressé au même tour à employer l'État, pour employer l'État, remettre tout, sourire de courtoisie ça, pour nous capables de sentir, nous avons fait effort pour nous gagner 2 fois plus de rendement économique, pendant que nous avons 2 fois plus de vitamines, compréhension manifestée dans bon petit parole, dans bon petit sourire. Pourquoi ces belles bagailles, l'arrivée dans le bureau de l'État, pour nous accueillir bien. Pourquoi ces belles bagailles, l'arrivée dans le bureau de l'État, pour vous-même, pour adresser bien à mon nom. Laissez ça, l'une sourit par l'autre, l'une parler à l'autre à courtoisie, et l'une sentir les fiers, parce que c'est haïtien qui parle à haïtien, et l'une respecte l'autre, l'une pas commander l'autre comme si nous avons l'une à l'autre. Et si que mon mili, si que mon volet, si que mon vicier, si que mon doigt langue, si que mon faux la balance, si que mon faux, si que mon monde, qui pas mérité là, pas négligé, pas ça mérité. Pas négligé, pas ça mérité.
chaque monde ramasser parole respect que nous partageons avec elle, parole justice que nous partageons avec elle, ou parole suspendre les paroles, ou parole tourner action. Par l'autre action dans les affaires économiques, nous voulons pas où, dribbler, shooter depuis la tête carrée, shooter bien pour les vols, parce que le peuple là, si nous n'avons pas ballon ça pour nous faire la filaire, eh bien, dans tes douilles, c'est pas très point, c'est où qu'on doit sur le pays, selon les gens dans la pays. Est-ce que vous sentez fiers? Est-ce que vous sentez fiers? Est-ce que vous avez même 2 fois plus fiers? Est-ce que vous sentez une dignité? Est-ce que vous avez même 2 fois plus dignité? Est-ce que vous sentez une solidaire? Est-ce que vous avez même 2 fois plus solidarité? 2 fois plus, 2 fois plus. 2 fois plus, 2 fois plus. Le pays a capable de tourner. Haïti chérie, il va au pays passer. Merci au ministre, merci gouvernement, merci nous. Notre retourner la caille nous avec très content, avec vitamine, avec la joie, pour nous démontrer que notre travail pour faire pays ça marcher. Banda, Bobo, Bobé, Shelter, Jean de marché, Jean de marché. Voir en Haïti, le président Aristide n'aura pas fait que des heureux. Ses discours incendiaires, sa volonté d'assainir à tout prix les finances de l'État et la mise à pied de près de 8000 fonctionnaires ont effrayé les mieux nantis de la société haïtienne. Son projet de créer un corps de police distinct de l'armée et surtout son refus de transiger avec les partis d'opposition lui auront aussi valu une bonne dose de ressentiment d'une partie de la classe politique. Élu avec une majorité écrasante de 67 % le 16 décembre 1990 dans les premières élections démocratiques en Haïti, la légitimité du président Titide ne pouvait pas être remise en cause. Pour les Haïtiens, elle mettait fin à une longue série d'actes violents commis par l'armée. On se souvient entre autres des élections de novembre 1987 qui s'étaient soldées par un massacre. Pendant les 7 mois de présidence de Jean-Bertrand Aristide, Haïti a connu une période de relative paix sociale. Le président a cependant été accusé d'appeler le peuple à la violence dans certaines déclarations. On lui reproche notamment le discours du 27 septembre dans lequel il a évoqué le recours au fameux supplice du collier. Allons, belles outils! Allons, bel instrument! Allons, bel appareil! Li belle lichelle, belle broderie! Li banda la paix par le bozo! Li sorti bon tout côté on passe la vie respirer! 2 jours plus tard, le général Raoul Cédras renversait le président démocratiquement élu. Depuis, c'est par centaines que l'on compte les victimes du putsch. Les premières visites de la délégation de l'Organisation des États américains n'auront pas réussi à faire entendre raison aux militaires.
De son côté, le président Aristide se rendait fin novembre au sommet de la francophonie plaider sa cause. Le lendemain, il rencontrait à Carthagène, en Colombie, une délégation de parlementaires haïtiens pour tenter de trouver une solution à la crise. C'est l'échec. Mais depuis, l'embargo économique décrété semble avoir porté fruit. Après avoir annoncé de nouvelles élections sans Aristide pour janvier 92, le président Joseph Néret recule et admet qu'il faudra plutôt négocier une solution. Mais le président Aristide est-il prêt à faire des concessions? Je me suis entretenue avec le président un peu plus tôt aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à vous, au Québec, au Canada et à la communauté haïtienne également. Merci. Demain, vous allez rencontrer M. Mulroney. Est-ce que vous allez lui dire qu'il est toujours nécessaire de maintenir l'embargo économique? M. Mulroney a exprimé cette solidarité de façon exceptionnelle à Paris lors du sommet de la francophonie. Et à travers cette visite, il exprime sa volonté de nous accompagner. Nous en sommes non seulement heureux, mais fiers. Nous lui disons merci. Mais à propos de l'embargo, lui direz-vous qu'il faut continuer? Le peuple haïtien dit oui à l'embargo pour sortir de cette tragédie. Nous aurions aimé voir arriver la négociation le plus vite que possible pour retourner, voir revenir le processus démocratique et demander qu'on enlève l'embargo. C'est pourquoi nous parlons au nom du peuple haïtien, en communion avec lui, d'un embargo séculaire, la misère chronique. Pour sortir de cet embargo, on accepte l'embargo décidé par le ministre des Affaires étrangères des 34 pays de l'OEA. Donc, nous sommes conscients de la réalité. Les réfugiés politiques d'Haïti ne sont pas des réfugiés économiques, car l'embargo n'est pas la source de cette réalité, mais l'une des voies pacifiques, non violentes, capables d'obliger les criminels à négocier, car jusqu'à présent, ils sont encore là, bien armés. Et n'oublions pas, la Commission interaméricaine des droits humains parle de 1500 morts depuis ce coup d'État. Faut-il bien qu'il se retire? Me dites-vous donc que la négociation n'est pas assez avancée actuellement pour permettre que l'embargo soit levé? De notre côté, nous faisons de notre mieux. Par exemple, il s'agit de nommer un Premier ministre et l'article 137 de notre Constitution dit « Le président de la République choisit le Premier ministre en consultation avec les présidents des deux chambres. » J'ai recommandé un premier candidat, un deuxième, un troisième, une dizaine, plus qu'une dizaine. Ils ont été mis à côté. Jouant le jeu de la flexibilité, je suis resté là, ouvert pour accueillir le mot du Parlement, dont 38 députés et sénateurs m'ont écrit pour dire qu'ils attendent notre retour et qu'ils sont prêts à donner un vote de confiance à quelqu'un qui naîtrait de cette consultation. Est-ce que vous êtes prêt à faire de nouvelles concessions? Vous avez déjà accepté de perdre votre Premier ministre, M. Préval. Est-ce que vous êtes prêt à faire davantage de concessions pour permettre que les négociations avancent? J'en ai fait et j'en ferai tant que je ne transgresse pas les normes constitutionnelles. Par exemple, c'est à moi de nommer un Premier ministre en consultation avec les présidents des deux chambres selon l'article 137. Êtes-vous prêt à abandonner cette prérogative? Comment trahir la Constitution et prétendre défendre la Constitution en même temps? Non, on n'a pas le droit d'imposer Premier ministre. On pourrait proposer et dès lors, dans le cadre du dialogue, de la concertation, on peut déboucher à la nomination d'un Premier ministre. Et M. Ocampo, qui a été en Haïti récemment, il dit être optimiste sur ce processus. Donc maintenant, c'est le mot du Parlement que nous attendons pour accueillir cette nomination et avancer de l'avant. Mais que faire de plus que d'exprimer cette volonté internationale et de faire un embargo? Il y a aussi l'intervention militaire. Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter, si nécessaire? Nous n'avions pas parlé d'intervention militaire pour avoir choisi avec l'OEA la voie royale de non-violence que nous avions appelée, que nous appelons encore l'embargo, accepté par le peuple haïtien pour obliger les criminels,
Cedras, Michel François et compagnie a accepté de négocier leur retour. Quand nous parlons de démocratie, faut-il bien que nous parlions des normes de justice? Au Québec, je m'excuse, si quelqu'un brûle un feu rouge, la justice doit intervenir. En Haïti, il a brûlé la vie de 1500 personnes humaines. La justice doit intervenir et préserver ainsi l'avenir de la démocratie. Monsieur le Président, c'est bien sûr que l'armée a abusé de ses pouvoirs, mais certains vous reprochent aussi d'avoir mal usé de votre autorité morale. Dans ce fameux discours du 27 septembre, par exemple, vous avez évoqué le supplice du collier. Est-ce que vous comprenez comment ce discours qui a été diffusé à la télévision partout a choqué l'opinion mondiale? Ça dépend de la manipulation qu'on peut faire d'un texte. Et je donne des cas concrets. En 7 mois de gouvernement, il n'y a pas eu un cas de victime du père Lebois, supplice du collier. Notez-le bien. Je parle de votre discours et non pas de ce qui s'est passé dans les faits. Justement, pour comprendre un texte, il faut le situer dans son contexte. Situer le discours dans son contexte politique, social. En 7 mois de gouvernement, il n'y a pas eu un cas de victime du père Lebois. Le premier cas enregistré, ce fut exactement, malheureusement, le jour du coup d'État, le 30 septembre 1991. Ce discours du 27 avril s'inscrit, du 27 septembre, s'inscrit dans un cadre où il y a eu un assassinat planifié pour nous lors de notre retour des États-Unis le même jour de ce 27. On a dû contourner et nous rendre au Palais national pendant 2 heures de temps avec la foule. C'est ça qui a déjoué le plan de l'assassinat. Est-ce que vous justifiez les propos que vous avez tenus à ce moment-là? J'ai toujours pris soin de condamner la violence et toute forme de violence en expliquant généralement que le peuple haïtien, en général, quand il a dû utiliser le père Lebrun, a eu une réaction et non une action. Une réaction face à la justice attendue et qu'il ne trouve pas selon les institutions de justice sans accepter cette façon de se faire justice. Donc, au lieu de perdre du temps, disons ce que nous avions dit. Non au père Lebrun, non à la violence, oui à toute résistance de non-violence. Est-ce que ces événements, si vous retournez en Haïti, vont vous permettre de voir le pouvoir d'un autre œil, Monsieur le Président? Si vous me permettez, je ne dirais pas si je retourne en Haïti, je dirais quand je serai en Haïti. L'homme qui grandit à la lumière d'une dialectique philosophique politique, bâtit un avenir meilleur à la lumière d'un passé. Et c'est ça pour nous autres, une capacité de transcender, de bâtir l'unité dans la diversité, l'unité dans la pluralité, regroupant autour de la table, sous la lumière de la Constitution, tous les fils et toutes les filles de la nation, pour ainsi dire oui à la démocratie. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Revenez-nous demain. Il lui a demandé, comme à toute la communauté internationale, d'intervenir pour que les militaires cessent de faire pression sur le président des 2 chambres. Le père Aristide souhaite la nomination de René Préval au poste de Premier ministre. Le président a passé 3 jours au Canada et il doit s'envoler ce soir pour Caracas, au Venezuela. Le ministre pourrait être nommé dans les prochaines heures en Haïti à la suite des négociations par le truchement de l'OEA et que ce premier ministre-là pourrait être en poste dès lundi, le 16 qui vient, c'est-à-dire la date anniversaire de l'élection d'Aristide. Jean-Bertrand Aristide, lui, espère pouvoir rentrer chez lui, dans son pays, avant Noël. Aujourd'hui, il était à Québec, la dernière étape de sa tournée au Canada, et Marc Drouin l'a suivi. Ce matin, tout comme à Montréal et Ottawa, Jean-Bertrand Aristide a été accueilli chaleureusement par la communauté haïtienne. Ici à Québec, elle est toute petite, autour de 700. Ils étaient une quarantaine au Château Frontenac. Lors d'un bref discours, le président élu d'Haïti a réclamé encore une fois l'intervention de la communauté internationale. Les pressions des militaires sur le choix du premier ministre, dit-il, doivent cesser. J'ai évoqué l'unité des chefs d'État, l'unité des instances internationales telles l'OEA pour libérer les 2 présidents des 2 chambres d'Haïti de pression subie depuis longtemps, empêchant ainsi la nomination du Premier ministre. Aristide a partagé son temps à Québec entre les rencontres officielles et les contacts téléphoniques en Haïti et auprès de l'OEA.
Après un bref entretien avec le premier ministre Bourassa, le président Aristide a expliqué que son retour en Haïti et la nomination du nouveau premier ministre ne tiennent maintenant plus qu'à un petit fil. 2 noms ont fait consensus aujourd'hui. Il faut dire que ça avance. Si les 2 présidents des 2 chambres ne sont pas courbés sous le poids de la peur, ils pourront librement se prononcer. Mais ce choix, prévient-il, ne fera pas l'unanimité auprès de la population. Au moins, nous aurons un Premier ministre qui sera accepté par le Parlement, par d'autres secteurs constitutionnellement choisis. Aristide dit avoir bon espoir de rentrer en Haïti la semaine prochaine, peut-être même le 16 décembre. En attendant, il est reparti ce soir pour le Venezuela. Marthe Blouin, à Québec. Les étudiants ont appelé des employés de l'ambassade pour renouveler leur menace de mettre le feu au bâtiment. Des menaces que le ministère des Affaires extérieures, du reste, dit prendre très au sérieux. Et ça, c'est sans compter la campagne de dénigrement qui est dirigée contre le Canada et son ambassadeur. Une campagne qui ressemble étrangement à celle dont la France a été victime il n'y a pas très si longtemps encore. Et puis ces discussions interhaïtiennes de Carthagène en Colombie qui n'ont rien donné. Les parlementaires et le président Aristide n'ont même pas réussi à s'entendre sur le texte d'un communiqué commun. Bref, pour démêler tout ça, j'ai rejoint il y a tout à l'heure, un petit peu plus tôt à Port-au-Prince, mon camarade Jean-Michel Leprince. Bonsoir Jean-Michel. Est-ce que depuis votre arrivée, vous avez pu constater qu'Haïti finalement en a un peu gros sur le cœur contre le Canada? Oui, le régime en place, mais il faut dire que le général Cédras, à son tour, s'est dissocié des occupants de l'ambassade. Il a dit que, contrairement à ce qu'ils avaient affirmé, il n'a jamais été en contact avec eux. Il les a qualifiés lui-même de terroristes à son tour. Et il dit qu'il n'est pas question que l'armée les expulse de force sans le consentement notarié de l'ambassadeur du Canada. Mais malgré ça, la grosse rumeur ici, dans la population et dans le milieu diplomatique, c'est que les occupants de l'ambassade servent bien les intérêts du régime en place, tout en discréditant le père Aristide et en gênant fortement l'ambassadeur du Canada, qui joue un rôle important dans la médiation entre l'OEA et les parlementaires haïtiens. Beaucoup voient ça comme une campagne de dénigrement vers l'ambassadeur du Canada, comme ça s'est produit avec l'ambassadeur de France, qui est rentré à Paris il y a quelques temps, et ça c'est à 2 semaines avant le voyage prévu du père Aristide au Canada. Qu'est-ce que vous avez su concernant ces 19 étudiants? Ils n'ont pas encore l'intention de quitter, à ce que je sache? Non, à l'ambassade, on est passé devant, j'ai pu parler avec 2 d'entre eux qui, par la fenêtre du 2e étage, là où ils se montrent, à côté des tracts du drapeau canadien qu'ils ont accroché là. Ça ne bouge pas. Ils disent qu'ils n'ont plus rien à manger par contre, qu'il n'y a plus d'eau depuis samedi. Ils ont réclamé l'aide de la Croix-Rouge parce qu'ils disent que 5 d'entre eux sont malades, des problèmes digestifs, et là ils n'ont pas eu de réponse. Alors, je leur ai demandé ce qui se passerait si on ne leur donnait pas l'asile. Ils ont dit qu'ils vont se laisser simplement mourir de faim. Et ils ont dit aussi que s'ils sortent, ils sont persuadés que les militaires vont les tuer. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ils soutiennent qu'ils ne sont pas armés, par contre, et qu'ils n'occupent que la salle d'attente de l'ambassade. Alors que le service de sécurité de l'ambassade, qui surveille tout ça toute la journée, dit qu'ils sont probablement armés et qu'ils ont accès à toute l'ambassade, y compris le bureau de l'ambassadeur. Bon, en terminant, Jean-Michel, très brièvement, les parlementaires haïtiens ont donné un compte-rendu de leur mission, de leur négociation avec Aristide en fin de semaine en Colombie. Ils ont dit c'est pas notre faute si ça n'a pas marché. Oui, ils ont dit l'échec, on le doit au père Aristide. La déclaration était prête. Au tout dernier moment, le père Aristide n'a pas voulu la signer. Il voulait qu'on mentionne spécifiquement son retour en Haïti et son titre de président. Autrement, apparemment, il y avait accord sur le principe du retour à l'ordre constitutionnel, la levée de l'embargo, la nomination d'un nouveau cabinet, la création d'une police civile, une armée professionnelle et la reprise de l'aide internationale. Mais tout le monde, malgré ça, dit que ce n'est pas fini, qu'on va encore négocier parce qu'il y avait clairement des bases d'entente. Et ensuite, il y a 2 délégations de l'OEA qui vont arriver ces jours-ci pour l'aide d'urgence pendant l'embargo et l'autre pour les droits de la personne. Merci beaucoup, Jean-Michel, et bonne chance. Merci, bonsoir. Les Américains pensent que ce sont plus de 1500 personnes qui ont été tuées depuis le coup d'État du 29 septembre en Haïti et lancent un appel aux militaires pour mettre fin à la répression. Maintenant, le général Cédras a déclaré à Radio-Canada qu'après consultation avec notre ambassadeur à Port-au-Prince, on s'est entendu finalement pour isoler les 19 jeunes haïtiens qui occupent l'ambassade canadienne. On croit que privés de nourriture et d'appui, ils finiront bien par se rendre. Mais les 19 exigent toujours de trouver refuge dans un pays d'Amérique latine et ils ont demandé encore une fois l'intervention de la Croix-Rouge. Voici ce que vient de nous faire parvenir Jean-Michel Leprince qui est là-bas. 19 qui se réclament du front d'Émilie, il y a 2 femmes. 3 seulement se montrent à la fenêtre. Il y a seulement 2 porte-paroles.
Ils disent qu'ils n'ont plus rien à manger et plus d'eau. Non, ça finit. Depuis quand? Depuis samedi matin. La nourriture doit leur manquer, mais les diplomates canadiens affirment qu'ils ont de l'eau pour encore des semaines. 6 d'entre eux seraient malades, troubles digestifs, c'est pourquoi ils ont demandé l'aide de la Croix-Rouge, pas de réponse. Après le refus du Canada de leur donner asile, pas de réponse non plus des pays d'Amérique latine. Nous n'avons pas d'Amson. Le service de sécurité de l'ambassade n'en est pas sûr. Il y a eu des coups de feu tirés là dans la nuit du vendredi de l'intérieur de l'ambassade. Les soldats ont pris place tout autour, à l'arrière également. C'est là que se trouvent les réserves de diesel de la génératrice de l'ambassade. Une explosion serait un désastre pour le quartier. Les pompiers sont là en permanence. Mais l'attitude plutôt détendue des soldats laisse croire qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'armes ni d'explosifs. J'ai discuté avec le général Cédras et le général Cédras m'a promis qu'il n'y aura pas d'intervention, à moins que je demande qu'il y ait une intervention au sein de l'ambassade. Et l'ambassadeur n'a pas l'intention de donner son autorisation. S'ils sont arrêtés, les occupants de l'ambassade, par contre, redoutent le pire. On va nous assassiner. Oui, assurément. Vous le savez bien, ils sont des bêtes sauvages. L'ambassadeur canadien ne croit pas à une campagne de dénigrement organisée contre lui ou le Canada parce que les occupants se disent partisans du père Aristide que le Canada soutient. C'est un accident. Bien sûr, des gens vont essayer de récupérer cet accident, mais pour nous, c'est tout simplement un accident. Il semble qu'il n'y ait plus d'ambiguïté à présent entre l'armée et les autorités canadiennes. L'idée, c'est d'isoler les occupants de l'ambassade, de les ignorer complètement pour essayer de les convaincre que la seule issue possible, c'est la reddition pure et simple. Jean-Michel Leprince, à Port-au-Prince. Et demain, à Ottawa, l'avocat qui représente les 19 va demander aux tribunaux de leur accorder les mêmes droits qu'à tous ceux qui réclament le statut de réfugié au pays, parce que l'ambassade, dit-il, est un territoire canadien. Voici ce qu'a obtenu Normand Lester là-dessus. Demain, de toute façon... Maître Saint-Fort est spécialisé dans les causes d'immigration. Pour lui, il n'existe aucune différence entre les 19 personnes qui ont trouvé refuge à l'ambassade du Canada à Port-au-Prince et les revendicateurs du statut de réfugié qui arrivent au Canada avec des faux passeports et qui sont entendus même s'ils ont commis un acte illégal. Rien d'ailleurs ne prouve qu'ils ont des armes ou qu'ils ont proféré des menaces comme l'affirment les affaires extérieures. En étant sur le territoire canadien, il va de soi que le revendicateur acquiert tous les droits conférés en vertu de la loi sur l'immigration, à savoir le droit d'être représenté par avocat, le droit de voir sa demande passer devant les tribunaux compétents, c'est-à-dire devant un arbitre et un membre du statut de réfugié, et que cette demande-là soit étudiée sur une base, sur le mérite de la demande. Maître Saint-Fort souligne que ce n'est pas aux fonctionnaires des affaires extérieures de décider de la valeur de la demande des 19 revendicateurs du statut de réfugié de Port-au-Prince, mais en vertu de la Charte des droits et des libertés, c'est à un tribunal canadien de décider. Un professeur de droit de l'Université d'Ottawa, lui, doute que la requête de Maître Saint-Fort soit reçue par la Cour fédérale. Les ambassades canadiennes à l'étranger ne sont pas en territoire canadien et que, dès lors, les lois canadiennes ne s'appliquent pas. Aux affaires extérieures, on se refuse à tout commentaire sur la démarche de Maître Saint-Fort. Mais en privé, un fonctionnaire nous déclarait que le ministère espérait éviter que l'affaire soit portée devant les tribunaux à cause des conséquences incalculables que pourrait avoir une décision favorable aux 19 Haïtiens de l'ambassade du Canada à Port-au-Prince. Ici, Normand Lester, à Ottawa. Les Américains ont annoncé aujourd'hui qu'ils installaient un camp de réfugiés de la mer haïtien à leur base de Guantanamo à Cuba. De Port-au-Prince, Jean-Michel Leprince fait le point sur l'occupation de notre ambassade et sur les conséquences de l'embargo de l'OEA, l'Organisation des États américains. L'occupation de l'ambassade canadienne par 19 étudiants d'un mouvement gauchiste haïtien pourrait durer encore pas mal de temps. Après plus d'une semaine, les occupants ne manifestent toujours aucun signe de vouloir se rendre et continuent de prétendre que s'ils sortent, ils seront tués par les soldats. Ils ont redemandé l'aide de la Croix-Rouge parce que plusieurs d'entre eux seraient malades, mais ils n'ont encore pas eu de réponse. Ils disent qu'ils sont prêts à mourir de faim s'ils ne reçoivent pas l'asile politique, qu'ils n'ont plus rien à manger ni à boire, même si les diplomates canadiens affirment qu'il reste encore assez d'eau, de riz et de fèves pour des semaines. L'armée haïtienne, tout comme l'ambassadeur du Canada, attendent tout simplement qu'ils sortent.
En Haïti, l'embargo se fait vraiment sentir depuis plus d'une semaine. Le carburant arrive encore en contrebande de Saint-Domingue, mais il est rare et cher. 20 $ le gallon d'essence au lieu de 2,65 $ avant. Même si les aliments ne manquent pas, c'est la pénurie de transport qui paralyse l'économie et handicape d'abord les plus faibles et les plus démunis. Les autorités en place en Haïti rendent l'embargo responsable de l'exode clandestin et massif vers les États-Unis. Mais ceux qui fuient sont des partisans du président Aristide, souvent, et ils ne se gênent pas pour donner comme cause de leur départ la répression politique. L'exode est devenu un problème brûlant pour les États-Unis, dont les bateaux garde-côtes débordent de candidats réfugiés. Ils ne peuvent plus, d'après les tribunaux, renvoyer les Haïtiens chez eux tant qu'ils n'auront pas mis en place des moyens plus fiables de déterminer lesquels sont de vrais réfugiés politiques. En attendant, ils s'apprêtent à les accueillir dans un camp temporaire à la base de Guantanamo à Cuba. Ces nouvelles sont bien connues des Haïtiens et on s'attend ici à un exode encore plus massif malgré les dangers de la traversée. Jean-Michel Leprince, à Port-au-Prince. À Ottawa, la Cour fédérale a accepté d'entendre demain matin une requête urgente au nom de ces 19 Haïtiens qui occupent l'ambassade canadienne à Port-au-Prince. La requête présentée par un avocat d'Ottawa, M. René Saint-Fort, veut forcer les autorités de l'immigration à donner suite à leur demande de statut de réfugié politique. Maître Saint-Fort affirme que l'ambassade est un territoire canadien et qu'en vertu de la charte, les 19 Haïtiens ont les mêmes droits que les revendicateurs qui arrivent illégalement ici. La paix au Cambodge. Si Jean-Bertrand Aristide entame une visite de 3 jours au Canada et dès son arrivée, nous dit Claude Gervais, il a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par la communauté haïtienne. Jean-Bertrand Aristide est arrivé vers 21 h à Dorval en provenance du Venezuela, où un Challenger canadien s'était rendu le chercher. À sa descente d'avion, le président haïtien a été accueilli par la ministre Monique Landry et par le ministre québécois Guy Rivard, ainsi que par l'ambassadeur haïtien venu spécialement d'Ottawa. Pendant ce temps, boulevard René Lévesque, 1 millier d'Haïtiens l'attendaient en chantant. Des chants qui avaient l'allure, malgré le froid et l'humidité, d'un soleil sur la neige. Moi, en tant qu'haïtienne, je sais que tous les Haïtiens pensent comme moi. On se sent comme, pas content, mais comme fou. Parce qu'on a tellement envie de voir notre président, et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Puis le président, tant attendu, est arrivé à saluer la foule et s'est immédiatement rendu à sa chambre d'hôtel, sans pour autant décourager ses partisans. Les 3 jours qui viennent lui permettront de rencontrer successivement Brian Mulroney et Robert Bourassa, qui appuient son retour inconditionnel en Haïti. Si on se fie à l'excitation de ce soir, on peut certainement dire que la rencontre demain du président Aristide avec la communauté haïtienne sera passablement mouvementée. Claude Gervais, à moment en Haïti, en vue de la nomination d'un nouveau premier ministre et du retour du président déposé Jean-Bertrand Aristide. C'est ce que soutient le médiateur spécial de l'OEA, l'Organisation des États américains, qui revient de Port-au-Prince. Le président haïtien, qui se trouve d'ailleurs à Montréal, affirme que son retour est proche et qu'il s'en remet au Parlement haïtien pour le choix ultime d'un premier ministre de compromis. Claude Gervais l'a suivi. Jet du gouvernement fédéral à sa disposition pour venir du Venezuela et y retourner mercredi. Limousine blindée pour ses déplacements. Le président Aristide a droit au traitement de faveur que le Canada et le Québec réservent à leurs amis, surtout s'ils sont pauvres. C'est que le Canada s'est engagé à appuyer sans faille la démocratie en Haïti et il tient parole. Qu'il s'agisse de Montréal avec ses 50 000 Haïtiens, ou qu'il s'agisse d'Ed Broadbent, qui préside le Centre international des droits de la personne. C'est pour bientôt votre retour, M. Aristide? Vous croyez que c'est pour bientôt? Je crois que c'est pour bientôt. Le Parlement doit approuver le choix présidentiel d'un premier ministre. Voilà l'obstacle principal au retour d'Aristide en Haïti. Mais le président a décidé de jouer au maximum la flexibilité. Maintenant, nous attendons le dernier mot qui viendra du Parlement. Mais Aristide ne craint-il pas qu'on lui tende un piège s'il rentre trop vite à Port-au-Prince? L'OEA
a une chance historique, celle de prouver qu'elle est capable de lutter pour la démocratie. Voilà pourquoi il y va de son avenir. Au déjeuner, son plaidoyer s'est transformé en prière. Au nom du peuple et de ses fils et de son Esprit Saint. Amen. À midi, 1000 invités ont réservé un accueil presque délirant au président Aristide. Alors, imaginez ce que ce sera ce soir quand 5000 Haïtiens, au moins, lui feront la fête dans un aréna de l'Est de Montréal. Claude Gervais, à Montréal. Plus tard à l'émission, nous allons parler de cette visite de Jean-Bertrand Aristide à Montréal en compagnie de Franz Voltaire, politicologue au Centre international haïtien. Appuyer le retour du père Aristide en Haïti. Et pour en discuter, nous avons en studio Franz Voltaire, politicologue au Centre international haïtien. Bonsoir, Monsieur Voltaire. Bonsoir. Eh bien, on le sait, le père Aristide a déjà beaucoup d'appui à Montréal. Qu'est-ce qu'il peut espérer d'autre d'une visite comme celle qu'il fait en ce moment ici? Bon, je crois que d'abord, il y a cette visite à Montréal, qui est un lieu très important pour le père Aristide, puisqu'il a étudié à Montréal, notamment à l'Université de Montréal. Il a des appuis dans toute la communauté haïtienne qui est concentrée à Montréal. Il a reçu les appuis du maire Doré, de M. Broadband du Centre international des droits de l'homme. Et je pense que surtout le père Aristide est venu au Canada pour obtenir l'appui du Premier ministre Mulroney et du Premier ministre du Québec, M. Bourassa. Et en ce sens, le père Aristide, président de la République constitutionnellement élu, veut un peu confirmer son rapport privilégié avec le Canada. C'est une confirmation donc de l'appui et de la solidarité qu'il cherche ici. Et il a dit qu'il a bon espoir de rentrer en Haïti. Sur quoi repose cette déclaration selon vous? Bon, je crois qu'il y a des négociations qui sont en cours, notamment avec le Parlement, puisque l'article 137 de la Constitution stipule que c'est le président de la République qui choisit le Premier ministre en accord avec le président de la Chambre des députés et le président du Sénat. Et le président Aristide a déjà présenté une première liste au Parlement, liste dont certains noms ne font pas l'affaire pour les militaires, mais on a bon espoir que certains pourraient être acceptables pour le Parlement. Et sur cette liste dont vous parlez, il y avait quoi, une douzaine de noms qui a été présentés par le père Aristide? Il y a une douzaine de noms, dont par exemple des noms qui sont des hommes d'affaires, le président de l'association des banquiers, des économistes. Je pense que le président Aristide a été très souple en présentant un certain nombre de noms d'hommes et de femmes qui pourraient être acceptables. Bon, et qu'est-ce que vous savez, vous, des négociations là-bas entre le médiateur de l'OEA et les dirigeants en place? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Bon, il y a des négociations en cours, enfin qui sont terminées, puisque M. Ocampo est parti. Oui. Je pense que jeudi, M. Ocampo devrait rencontrer éventuellement le président Aristide à Caracas. Il y a un autre problème, bon, c'est qu'on ne sait pas encore les noms sur lesquels le président Aristide et M. Ocampo pourraient se mettre d'accord, mais le président Aristide a signalé aujourd'hui qu'il était très flexible et qu'il était prêt à considérer le problème avec le Parlement, que de toute façon la solution était maintenant aux mains du Parlement. Mais le nouveau président devrait être connu à Port-au-Prince dans une semaine, et ça peut être une étape importante dans le règlement de la crise politique là-bas. Bon, je crois que c'est important. C'est important la désignation du Premier ministre, qui ferait un consensus et qui ouvrirait les portes au retour du président Aristide. Mais je crois aussi qu'il y a des conditions aussi nécessaires au retour de la démocratie. Notamment, il faut que l'OEA et des pays comme le Canada garantissent, je dirais, d'une certaine façon, que ces accords seront respectés, comme ils ont garanti les élections de 90. Et je pense aussi que de notre côté, l'armée qui réalise certaines manœuvres, eh bien que ça soit clair que c'est au président de la République et au Parlement de choisir le nouveau Premier ministre. Et on ne peut pas imposer un Premier ministre au président de la République. Et quels sont vos espoirs de voir le retour de la démocratie là-bas? Bon, je crois qu'il n'y a pas de solution sans le retour du président Aristide. Et d'abord parce que les États-Unis vont être confrontés à une crise terrible. Moi, je crois que le problème des boat people ne fait que commencer. Si le président Aristide n'est pas rétabli dans ses fonctions. On parle de 8 000 à 9 000 boat people maintenant, on en aura peut-être 100 000 ou 200 000 si le président Aristide n'est pas
réinstaller au pouvoir. Monsieur Franz, je vous remercie de nous avoir accordé cette entrevue. Monsieur Voltaire, je sais que vous avez une grande soirée. Vous allez au rassemblement ce soir à l'Arena Maurice Richard. Merci beaucoup. Confiant de pouvoir rentrer bientôt dans son pays. D'ailleurs, le médiateur de l'Organisation des États américains a corroboré cette déclaration-là en affirmant que les négociations avec le gouvernement provisoire d'Haïti progressent dans le bon sens. Ce soir, il y a des milliers d'Haïtiens qui sont rassemblés à l'Arena Maurice Richard de Montréal pour manifester avec beaucoup d'enthousiasme, vous allez le constater, du reste, leur appui au père Aristide. Et Claude Gervais s'y trouve, Claude. Ils sont 8000 ici ce soir. 8000 Canadiens d'origine haïtienne et ils fêtent bruyamment celui qu'ils appellent affectueusement Titid. C'est pas facile. Après les chansons, le spectacle, le clou de la soirée, le père Aristide lui-même. Je vous assure que ce jour, nous pourrons le trouver à la lumière du grand jour, le jour de notre retour en Haïti. Jet du gouvernement fédéral mis à sa disposition pour venir du Venezuela aux frais des Canadiens, limousine blindée, rien n'a été ménagé pour le président Aristide. Le Canada et le Québec l'appuient sans condition dans sa quête de démocratie. C'est pour bientôt votre retour, M. Aristide? Vous croyez que c'est pour bientôt? Je crois que c'est pour bientôt. Le tapis rouge, les honneurs, tout est en place pour rappeler au monde et aux putschistes à Port-au-Prince que le droit doit l'emporter. Ce midi, devant un auditoire montréalais, Aristide a parlé de sa flexibilité. Nous avons présenté un premier candidat choisi, rejeté, un deuxième, rejeté, un troisième, rejeté, une dizaine, rejeté. Malgré ses tentatives avortées de trouver un premier ministre de compromis, ce qui lui permettrait de rentrer, Aristide a dit à sa façon qu'il ne lâcherait pas. Au nom du peuple et de ses fils et de son Esprit Saint. Amen. Son espoir est réel, comme l'OEA. Aristide pense que ça va se jouer dans les prochains jours. Nous attendons le dernier mot qui viendra du Parlement. Il ne craint pas pour sa vie. Un échec, dit-il, serait plutôt mortel pour l'Organisation des États américains. Aujourd'hui, l'OEA a une chance historique, celle de prouver qu'elle est capable de lutter pour la démocratie. Voilà pourquoi il y va de son avenir, il y va de sa... C'est absolument une atmosphère électrisante. Ça va faire environ 45 minutes que le président Aristide communie avec son auditoire parce qu'à chaque fois qu'il parle, on se répond. On lance les mots démocratie, on lance les mots solidarité. Et quand on dit qu'est-ce qu'on va faire avec les criminels à Port-au-Prince, on répond, on les envoie en justice. Alors voilà, Bernard. Alors écoutez, Claude, il y a quoi? 40 000 Haïtiens qui vivent à Montréal. Il y en a une bonne partie qui sont rassemblés à Maurice Richard ce soir, mais il y en a d'ailleurs également. Vous avez... moi, je dirais qu'il y en a le quart de la communauté ici, et puis j'en ai même vu qui venaient de Chicago. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'à Miami, à New York, à Chicago, ailleurs aux États-Unis, ce qu'on dit, c'est que le père Aristide est revenu dans sa base politique à Montréal. C'est ici qu'il a commencé, et c'est un signe qu'il va rentrer en Haïti bientôt, Bernard. Merci beaucoup, Claude Gervais. Bonsoir. Si nous entretenu avec lui cet après-midi, nous vous présenterons cet entretien un peu plus tard dans l'émission. En 7 mois de pouvoir en Haïti, le président Aristide n'aura pas fait que des heureux. Ses discours incendiaires, sa volonté d'assainir à tout prix les finances de l'État et la mise à pied de près de 8000 fonctionnaires ont effrayé les mieux nantis de la société haïtienne. Son projet de créer un corps de police distinct de l'armée et surtout son refus de transiger avec les partis d'opposition lui auront aussi valu une bonne dose de ressentiment d'une partie de la classe politique. Élu avec une majorité écrasante de 67 % le 16 décembre 1990 dans les premières élections démocratiques en Haïti, la légitimité du président Titid ne pouvait pas être remise en cause. Pour les Haïtiens, elle mettait fin à une longue série d'actes violents commis par l'armée. On se souvient entre autres des élections de novembre 1987 qui s'étaient soldées par un massacre. Pendant les 7 mois de présidence de Jean-Bertrand Aristide, Haïti a connu une période de relative paix sociale. Le président a cependant été accusé d'appeler le peuple à la violence dans certaines déclarations. On lui reproche notamment le discours du 27 septembre dans lequel il a évoqué le recours au fameux supplice du collier.
Allons, belles outils. Allons, bel instrument. Allons, bel appareil. Ni belle Michel Belle Brodet. Ni banda la pépin le bazar. Ni senti bon tout côté on passe la vie respirer. 2 jours plus tard, le général Raoul Cedras renversait le président démocratiquement élu. Depuis, c'est par centaines que l'on compte les victimes du putsch. Les premières visites de la délégation de l'Organisation des États américains n'auront pas réussi à faire entendre raison aux militaires. De son côté, le président Aristide se rendait fin novembre au sommet de la francophonie plaider sa cause. Le lendemain, il rencontrait à Carthagène, en Colombie, une délégation de parlementaires haïtiens pour tenter de trouver une solution à la crise. C'est l'échec. Mais depuis, l'embargo économique décrété semble avoir porté fruit. Après avoir annoncé de nouvelles élections sans Aristide pour janvier 92, le président Joseph Néret recule et admet qu'il faudra plutôt négocier une solution. Mais le président Aristide est-il prêt à faire des concessions? Je me suis entretenue avec le président un peu plus tôt aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à vous, au Québec, au Canada et à la communauté haïtienne également. Merci. Demain, vous allez rencontrer M. Mulroney. Est-ce que vous allez lui dire qu'il est toujours nécessaire de maintenir l'embargo économique? M. Mulroney a exprimé cette solidarité de façon exceptionnelle à Paris lors du sommet de la francophonie. Et à travers cette visite, il exprime sa volonté de nous accompagner. Nous en sommes non seulement heureux, mais fiers. Nous lui disons merci. Mais à propos de l'embargo, lui direz-vous qu'il faut continuer? Le peuple haïtien dit oui à l'embargo pour sortir de cette tragédie. Nous aurions aimé voir arriver la négociation le plus vite que possible pour retourner, voir revenir le processus démocratique et demander qu'on enlève l'embargo. C'est pourquoi nous parlons au nom du peuple haïtien, en communion avec lui, d'un embargo séculaire, la misère chronique. Pour sortir de cet embargo, on accepte l'embargo décidé par la ministre des Affaires étrangères des 34 pays de l'OEA. Donc, nous sommes conscients de la réalité. Les réfugiés politiques d'Haïti ne sont pas des réfugiés économiques, car l'embargo n'est pas la source de cette réalité, mais l'une des voies pacifiques, non violentes, capables d'obliger les criminels à négocier, car jusqu'à présent, ils sont encore là, bien armés. Et n'oublions pas, la Commission interaméricaine des droits humains parle de 1500 morts depuis ce coup d'État. Faut-il bien qu'il se retire? Me dites-vous donc que la négociation n'est pas assez avancée actuellement pour permettre que l'embargo soit levé? De notre côté, nous faisons de notre mieux. Par exemple, il s'agit de nommer un Premier ministre et l'article 137 de notre Constitution dit « Le président de la République choisit le Premier ministre en consultation avec les présidents des 2 chambres. » J'ai recommandé un premier candidat, un deuxième, un troisième, une dizaine, plus qu'une dizaine. Ils ont été mis à côté. Jouant le jeu de la flexibilité, je suis resté là, ouvert pour accueillir le mot du Parlement, dont 38 députés et sénateurs m'ont écrit pour dire qu'ils attendent notre retour et qu'ils sont prêts à donner un vote de confiance à quelqu'un qui naîtrait de cette consultation. Est-ce que vous êtes prêt à faire de nouvelles concessions? Vous avez déjà accepté de perdre votre Premier ministre, M. Préval. Est-ce que vous êtes prêt à faire davantage de concessions pour permettre que les négociations... J'en ai fait et tant que je ne transgresse pas les normes constitutionnelles. Par exemple, c'est à moi de nommer un Premier ministre en consultation avec les présidents des 2 chambres selon l'article 137. Êtes-vous prêt à abandonner cette prérogative? Comment trahir la Constitution et prétendre défendre la Constitution en même temps? Non, on n'a pas le droit d'imposer un Premier ministre. On pourrait proposer et dès lors, dans le cadre du dialogue, de la concertation, on peut déboucher à la nomination d'un Premier ministre. Et M. Ocampo, qui a été en Haïti récemment,
Il dit être optimiste sur ce processus. Donc maintenant, c'est le mot du Parlement que nous attendons pour accueillir cette nomination et avancer de l'avant. Mais que faire de plus que d'exprimer cette volonté internationale et de faire un embargo? Il y a aussi l'intervention militaire. Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter, si nécessaire? Nous n'avions pas parlé d'intervention militaire pour avoir choisi avec l'OEA la voie royale de non-violence que nous avions appelée, que nous appelons encore l'embargo, accepté par le peuple haïtien pour obliger les criminels, Cédras, Michel François et compagnie, à accepter de négocier leur retour. Quand nous parlons de démocratie, faut-il bien que nous parlions des normes de justice. Ici au Québec, je m'excuse, si quelqu'un brûle un feu rouge, la justice doit intervenir. En Haïti, il a brûlé la vie de 1500 personnes humaines. La justice doit intervenir et préserver ainsi l'avenir de la démocratie. Monsieur le Président, c'est bien sûr que l'armée a abusé de ses pouvoirs, mais certains vous reprochent aussi d'avoir mal usé de votre autorité morale. Dans ce fameux discours du 27 septembre, par exemple, vous avez évoqué le supplice du collier. Est-ce que vous comprenez comment ce discours qui a été diffusé à la télévision partout a choqué l'opinion mondiale? Ça dépend de la manipulation qu'on peut faire d'un texte. Et je donne des cas concrets. En 7 mois de gouvernement, il n'y a pas eu un cas de victime du père Lebois, supplice du collier. Notez-le bien. Je parle de votre discours et non pas de ce qui s'est passé dans les faits. Justement, pour comprendre un texte, il faut le situer dans son contexte. Situer le discours dans son contexte politique, social. En 7 mois de gouvernement, il n'y a pas eu un cas de victime du père Lebois. Le premier cas enregistré, ce fut exactement, malheureusement, le jour du coup d'État, le 30 septembre 1991. Ce discours du 27 avril s'inscrit, du 27 septembre, s'inscrit dans un cadre où il y a eu un assassinat planifié pour nous lors de notre retour des États-Unis le même jour de ce 27. On a dû contourner et nous rendre au Palais national pendant 2 heures de temps avec la foule. C'est ça qui a déjoué le plan de l'assassinat. Est-ce que vous justifiez les propos que vous avez tenus à ce moment-là? J'ai toujours pris soin de condamner la violence et toute forme de violence en expliquant généralement que le peuple haïtien, en général, quand il a dû utiliser le père Lebrun, a eu une réaction et non une action. Une réaction face à la justice attendue et qu'il ne trouvait pas selon les institutions de justice sans accepter cette façon de se faire justice. Donc, au lieu de perdre du temps, disons ce que nous avions dit. Non au père Lebrun, non à la violence, oui à toute résistance de non-violence. Est-ce que ces événements, si vous retournez en Haïti, vont vous permettre de voir le pouvoir d'un autre œil, Monsieur le Président? Si vous me permettez, je ne dirai pas si je retourne en Haïti, je dirai quand je serai en Haïti. L'homme qui grandit à la lumière d'une dialectique philosophique politique, bâtit un avenir meilleur à la lumière d'un passé. Et c'est ça pour nous autres, une capacité de transcender, de bâtir l'unité dans la diversité, l'unité dans la pluralité, regroupant autour de la table, sous la lumière de la Constitution, tous les fils et toutes les filles de la nation, pour ainsi dire oui à la démocratie. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour... reçu le président haïtien en exil, Jean-Bertrand Aristide. Le premier ministre a promis que le Canada fournira une aide substantielle à Haïti dès qu'Aristide reprendra le pouvoir dans son pays. En échange, Jean-Bertrand Aristide a assuré Brian Mulroney que les droits de la personne seront respectés. Le reportage de Catherine Berman. Le président Aristide est arrivé ce matin à Ottawa, où il a été reçu avec tous les honneurs d'un chef d'État. Lors d'un déjeuner de travail avec le Premier ministre, Aristide s'est fait confirmer qu'il y a une aide financière substantielle qui l'attend quand il retrouvera le pouvoir. Ça permet au président en exil de faire patienter son peuple. Nous pouvons dire au peuple haïtien, ils vont crever de faim
avec Cédras et vivre dans la prospérité avec Aristide. Et il a bien compris que l'appui du Canada passe par le respect des droits de la personne. Merci mille fois, car cette démocratie nous permettra de faire briller le soleil de la non-violence. Cette démocratie nous permettra de faire briller le soleil de la flexibilité à la lumière de notre Constitution. Quant au Premier ministre, il se dit satisfait des assurances que lui a données Aristide quant au respect des droits de la personne. J'ai rappelé au président l'importance que le Canada attache au rétablissement de l'ordre constitutionnel en Haïti. Aux communes, le président en exil a reçu une ovation exceptionnellement chaleureuse de la part des députés. Et ce soir, Aristide va répéter en plus petit l'expérience d'hier soir, en allant rencontrer les Haïtiens d'Ottawa dans un centre communautaire de la région. Catherine Bergman a... Il aura réintégré ses fonctions à la tête du pays. Le premier ministre Mulroney en a fait la promesse après son tête-à-tête avec le père Aristide, qui est en visite officielle à Ottawa, où il a aussi participé ce soir à une assemblée d'Haïtiens. Le compte-rendu de Catherine Bergman. Le président Aristide est arrivé à Ottawa où il a été reçu avec tous les honneurs d'un chef d'État. Le Premier ministre Mulroney a bien insisté qu'il s'agissait d'une visite officielle. Je lui ai indiqué qu'il me faisait grand plaisir de l'accueillir au Canada en sa qualité de président légitime d'Haïti. On parle comme si sa restauration au pouvoir n'était qu'une question de temps. Et on prévoit déjà ce qu'il faudra faire au lendemain de son retour. Ces problèmes seront énormes. Et si l'on veut que la démocratie prenne véritablement racine auprès de la population haïtienne, il va falloir que le président dispose d'outils économiques nécessaires pour soulager la misère. Ce soir, devant un millier d'Haïtiens de la région d'Ottawa, Aristide racontait à sa façon son repas avec Mulroney. Nous avions partagé une parole nutritive. La promesse d'une aide très substantielle à son retour, ça permet au président en exil de faire patienter son peuple. Avec Cédras, vous allez crever de faim. Avec Aristide, vous aurez la prospérité. Mais il n'oublie pas qu'il s'est engagé auprès de Brian Mulroney à faire respecter les droits de la personne. Le peuple haïtien n'a pas le goût de la vengeance sur les lèvres, mais bien le goût de la justice. Et Aristide se comporte maintenant comme si ce n'était plus qu'une question de semaines avant qu'il puisse rentrer en Haïti. Catherine Bergman à Ottawa. La tenue d'élection expire le 8 janvier, c'est-à-dire 90 jours après la nomination du président provisoire. En attendant, les rigueurs du régime actuel, de même que la pénurie créée par l'embargo économique, continuent à pousser les Haïtiens à fuir. Les gardes-côtes américains ont déjà rescapé plus de 5000 réfugiés de la mer, comme on les appelle. Les gardes-côtes cubains, au moins 1000. Les gardes-côtes détruisent tous les bateaux incapables de naviguer, mais les Haïtiens en construisent d'autres au fur et à mesure. Alors voici ce qu'a constaté Jean-Michel Leprince, qui est là-bas. Comme dans de nombreux villages de la côte haïtienne, ici à Montruy, au nord de la capitale, il y a des bateaux de passagers. Chaque jour, celui-ci s'en va à l'île de la Gonave, en face. Il peut transporter jusqu'à 150 personnes. Certains font l'aller et retour, d'autres, parmi ces gens, vont prendre à la Gonave un aller simple pour Miami. La nuit, parce que c'est illégal de quitter Haïti sans visa. Les chances d'y arriver, un peu plus qu'à la roulette. La garde côtière américaine estime que la moitié d'entre eux vont périr en mer sur le voyage de 700 000 par gros temps dans le canal des Vents. Jusqu'ici, les États-Unis arrêtaient les autres en mer et les déportaient en Haïti en vertu d'un accord avec les autorités haïtiennes. Maintenant, c'est fini, au moins jusqu'en janvier, ont dit les tribunaux. Un camp a même été dressé sur la base de Guantanamo que les États-Unis possèdent à Cuba. Elle est très dangereuse. Et puis, elle est plus dangereuse. Certains disent qu'ils préfèrent carrément mourir en mer que de rester, à cause de la misère. Pire que jamais, dit-on. L'embargo a empiré les choses, accru le désespoir. Et pour en Haïti, c'est pour la première fois. On rencontre plus gros problème. Le gouvernement en place et l'armée, dirigée par le général Raoul Cédras, sont incapables d'arrêter l'exode. Ce phénomène Boutpilter n'a jamais été lié au problème politique.
quoi qu'on dise. Moi, je crois que ce phénomène est plutôt lié au problème économique. Beaucoup cependant disent le contraire, se plaignent de la répression, de la violence, des morts, même si personne n'est capable de donner de chiffres. Oui, il y a des gens qui mourent dans la suis tellement reconnaître, mais il y a des gens qui mourent, puis c'est moi qui dans la répression, elle n'existe pas, enfin pas à ma connaissance, parce que... Le général concède toutefois une violence due à l'anarchie au niveau communal qu'il attribue aux réformes du gouvernement Aristide. De nombreux candidats à l'exode sont des partisans d'Aristide. Sans lui, plus d'espoir, disent-ils. Ceux-ci sont tous prêts à partir pour Miami. Oui, si nous tous avons l'argent, nous sommes capables de bâtir. Tout le monde? Oui, nous sommes capables. Miami ou ailleurs, s'ils en avaient les moyens. 400 $ en moyenne la traversée. Dans tous les villages côtiers, on construit des bateaux, pour la pêche surtout, pour le commerce aussi. Ce bateau-ci, plus gros, pourrait, disent les ouvriers, emporter jusqu'à 30 personnes jusqu'à Miami. Celui-ci est encore en construction et il ira, lui, à Miami. Ce n'est un secret pour personne. 50 personnes se sont mises ensemble pour payer la construction du bateau. Il devrait être terminé dans un mois. Les nouvelles voyagent vite ici. Les Haïtiens savent bien que pour le moment, les Américains ne peuvent plus les renvoyer chez eux. Alors bien sûr, ça encourage les départs, mais aussi chez ceux qui restent l'espoir que les Américains vont faire davantage pour que se règle au plus vite la crise haïtienne. Jean-Michel Leprince. Étudier la demande de statut de réfugié politique des 19 Haïtiens qui occupent notre ambassade à Port-au-Prince. Ce matin, le tribunal avait rejeté une première requête présentée par leur avocat. Par ailleurs, l'embargo économique qui frappe Haïti sera maintenu. C'est ce qu'a décidé le Conseil permanent de l'Organisation des États américains, l'OEA. Jean-Michel Leprince nous parle des conséquences de cet embargo. Le pétrolier qui vient d'arriver à Port-au-Prince contient du pétrole nigérian acheté à Curaçao sur un bateau en provenance d'Aruba. Le Nigeria n'est pas lié par l'embargo. La garde côtière américaine a laissé passer le pétrolier. C'est un événement majeur pour Haïti. Ça représente 3 semaines à 1 mois de répit, alors qu'il commençait à manquer sérieusement de carburant. Mais ça ne sera pas suffisant pour faire marcher l'économie. L'électricité fournie par le diesel manque régulièrement. Les usines de sous-traitance seront toutes fermées d'ici une semaine. 45 000 mises à pied, toute la maigre base industrielle d'Haïti. Les rues sont nettement moins peuplées qu'avant, le trafic est réduit au quart. Le gallon d'essence est passé à 20 $ contre 2,65 $ avant. Les marchés ne manquent pas d'aliments, mais le problème sera de plus en plus de les transporter. Dans les campagnes, les prix s'effondrent alors qu'ils doublent ou triplent en ville. Les aliments de base deviennent inaccessibles aux plus pauvres. La Croix-Rouge internationale affirme que ceux qui seront les plus touchés sont déjà les plus démunis, les marginaux de la société. Et le président de la Chambre de commerce affirme que la famine a déjà commencé en province. Mais ceux qui vont souffrir le plus dans les bidonvilles sont encore les plus chauds partisans du père Aristide et de l'embargo. Le Premier ministre provisoire, Jean-Jacques Honorat, accuse la communauté internationale d'être responsable de la catastrophe qui s'abat sur Haïti et il dit carrément que l'embargo est une mesure raciste parce qu'Haïti est un pays noir. Jean-Michel Leprince, à Port-au-Prince. Son intention de tenir des élections présidentielles le 5 ou le 6 janvier pour trouver un successeur à Jean-Bertrand Aristide, malgré l'appui dont le président élu jouit à l'étranger. Maintenant, pour la première fois depuis l'imposition d'embargo, un pétrolier a pu accoster à Port-au-Prince où il y a grave pénurie de carburant. Le navire transportant du pétrole nigérien n'était pas soumis à l'embargo. Alors voici ce que Jean-Michel Leprince vient de nous faire parvenir d'Haïti. Le pétrolier qui vient d'arriver à Port-au-Prince contient du pétrole nigérian acheté à Curaçao sur un bateau en provenance d'Aruba. Le Nigeria n'est pas lié par l'embargo. La garde côtière américaine a laissé passer le pétrolier. C'est un événement majeur pour Haïti. Ça représente 3 semaines à 1 mois de répit alors qu'il commençait à manquer sérieusement de carburant. Mais ça ne sera pas suffisant pour faire marcher l'économie. L'électricité fournie par le diesel manque. Les usines de sous-traitance seront toutes fermées d'ici une semaine. 45 000 mises à pied, toute la maigre base industrielle d'Haïti. Les rues sont nettement moins peuplées qu'avant. Le trafic est réduit au quart. Le gallon d'essence est passé à 20 $ contre 2,65 $ avant. Les marchés ne manquent pas d'aliments, mais le problème sera de plus en plus de les transporter. Dans les campagnes, les prix s'effondrent alors qu'ils doublent ou triplent en ville. Les aliments de base deviennent inaccessibles aux plus démunis. Je crois qu'il y a quand même des gens qui vont être affectés plus qu'ils l'étaient, tout en étant des marginaux de la société. Et c'est ces gens-là qu'on appelle groupes vulnérables qui seront visés par nos opérations de secours.
La haute société de Port-au-Prince, les classes moyennes, souffrent de l'embargo, mais elles n'ont qu'à se serrer la ceinture. Les plus pauvres, eux, ne pourront plus aller à l'hôpital qui fonctionne mal. Ils vont mourir de faim, dit le président de la Chambre de commerce. Je vous dis qu'il y aura la famine a déjà commencé. Dans les bidonvilles de la route des Dalles, de la Saline ou d'ailleurs, voici ce qu'on répète. Vive l'embargo! Qui voulait faire l'embargo! Voyez, nous pouvons manger ce que nous voulons. Il y a chaque souris, vétérans. Les partisans d'Aristide, pour qu'ils reviennent, sont prêts à tous les sacrifices de n'importe quel embargo. Ils savent même pas ce que c'est. Beaucoup de gens pensent que c'est une bombe atomique lâchée sur Haïti, l'embargo. Ils savent même pas ce que c'est. Vous avez rencontré les gens, mais il y en a beaucoup qui ont fui les quartiers pauvres à l'annonce de l'embargo. Parce que c'était la bombe atomique. D'autres se préparaient à lutter contre l'embargo avec des pierres. Les positions se radicalisent. Les politiciens d'Aristide se cachent encore, les journalistes aussi. Le nombre de victimes depuis le coup d'État, invérifiable, varie de 1500 pour un groupe de l'OEA à 140 morts seulement pour Jean-Jacques Honorat, qui accuse la presse internationale de désinformation et condamne violemment l'embargo. Pourquoi l'aborder contre Haïti? Du racisme évident. Il s'aligne pour des élections le 5 janvier, début de la campagne le 5 décembre. Haïti se retrouve avec la perspective d'une campagne électorale au moment le plus dur de l'embargo. Un mélange explosif qui va encore compliquer la tâche des pays qui se sont engagés à tout faire pour régler la crise. Jean-Michel Leprince, à Port-au-Prince. L'avocat qui représente les 19 Haïtiens qui occupent depuis une semaine l'ambassade du Canada à Port-au-Prince va présenter demain une autre requête en cour fédérale à Ottawa pour obliger le ministère de l'Immigration à étudier leur demande de statut de réfugié. La Cour a refusé d'entendre la première requête présentée aujourd'hui pour une question de technicalité. Après la rencontre, Brian Mulroney a confirmé que le président Aristide d'Haïti effectuera une visite officielle au Canada. Elle aura lieu à Montréal dans les prochaines semaines. Daniel Lessard à Paris. Toujours à Paris, le Premier ministre Mulroney, en y participant au sommet, publieront une déclaration politique d'appui au père Aristide, qui est à Paris en ce moment à l'invitation de la France. Ce soir, Jean-Bertrand Aristide a déclaré qu'il misait beaucoup sur le soutien des pays de l'Afrique. Les participants au sommet vont publier une déclaration politique en appui au père Aristide, qui est ici, à Paris, invité de la France. Et ce soir, Jean-Bertrand Aristide a déclaré dans une entrevue exclusive à Radio-Canada qu'il était prêt à faire certaines concessions pour faciliter son retour en Haïti, notamment celle de garder en poste le premier ministre Honorat de l'actuel gouvernement provisoire, mais il n'a pas dit pendant combien de temps. En tout cas, Aristide mise beaucoup sur le soutien des pays de la francophonie et Haïti n'est pas seul à attendre des résultats du sommet. Les explications de Francine Bastien. Jean-Bertrand Aristide vient chercher ici une déclaration internationale de solidarité en faveur de son gouvernement renversé en septembre dernier. Une rencontre du genre nous permet de célébrer cette foi en l'avenir. Un avenir certainement qui dépend de la démocratie. Plus nous défendons la démocratie, plus nous pourrons préparer un avenir avec optimisme. Démocratiquement élu d'Haïti, qui témoigne avec dignité et courage des dangers que la démocratie court encore. Et bienvenue, Monsieur le Président, à nos assises. L'exemple d'Haïti l'a démontré, le respect des droits fondamentaux est la priorité du Canada et Brian Mulroney jure qu'il ne s'agit pas de vœux pieux. Les droits de la personne, ce n'est pas une notion juridique abstraite ou une théorie politique en vogue dans des pays industrialisés. Ce n'est pas un produit de luxe, mais un outil essentiel, au développement. Et le Canada estime logique et juste que son aide au développement soit de plus en plus canalisée vers les pays qui s'efforcent de respecter et qui travaillent à développer les droits de la personne chez eux. Il va de soi également que les développements spectaculaires qui se déroulent à l'Est ne doivent pas nous faire oublier les problèmes languissants du Sud. Ce serait un cruel paradoxe. Ce qu'il faut donc viser, ce qu'il faut absolument atteindre, c'est la justice et le développement, la démocratie et le progrès.
Mais attention, dit le président Nicéphore Soglo du... exigeant son retour immédiat dans ses fonctions de président d'Haïti. Et au fait, ce soir, M. Bourassa doit rencontrer le père Aristide. Le sommet de Chaillot est la première tribune internationale qui s'offre à Aristide depuis son plaidoyer aux Nations Unies, quelques jours après avoir été chassé du pouvoir. Aristide, qui viendra en visite de travail au Canada d'ici Noël, a accordé une entrevue exclusive à Radio-Canada. Et l'élément le plus neuf qui s'en dégage, il a confié à Raymond Saint-Pierre qu'il était prêt à de nouvelles concessions pour favoriser son retour chez lui. Voici l'entrevue. Vous avez été chassé du pouvoir le 30 septembre dernier. Combien de temps ça peut durer une situation comme celle-là? Vous, président d'Haïti à l'extérieur, eux, qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale à Haïti. Au-delà d'un homme, au-delà d'un peuple, le peuple haïtien, il y a une démocratie à défendre. Et c'est la communauté internationale qui défend et qui doit défendre cette démocratie. Je ne regarde pas une date pour m'accrocher à cette date et dire voici la date du retour. Je regarde l'avenir en communion avec la communauté internationale défendant la démocratie. Il y va certainement des efforts déployés et à déployer par l'OEA. Il y va de certaines puissances qui, tout en partageant les résolutions de l'OEA, peuvent participer de façon active pour la réussite d'un embargo intégral et total. Plus l'embargo réussit, plus nous pourrons voir arriver cette date du retour. Et je compte certainement sur notre résistance de peuple et sur la vibration de cette solidarité internationale. Est-ce que vous croyez vraiment que cet embargo, c'est l'outil qui va vous permettre de vous ramener au pouvoir et de ramener la démocratie à Haïti? Si la communauté internationale le veut, l'embargo sera cet instrument-là. À Moscou, ceci n'a duré que 3 jours, le coup d'État. En Haïti, ça dure 1 mois et demi. À Moscou, il n'y avait pas 1 millier de cadavres comme c'est le cas chez nous. Alors, qu'en est-il du niveau de la conscience critique de la communauté internationale? Est-ce qu'il peut y avoir à Haïti un gouvernement constitutionnel sans Jean-Bertrand Aristide? Non. C'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est un fait de droit. La loi constitutionnelle nous donne un mandat de 5 ans, l'OEA s'y accroche. Est-ce qu'il y a des concessions, certaines concessions que vous seriez prêt à accepter? Il y en a. Il y a des concessions à faire. Je suis prêt à m'incliner devant certaines concessions jusqu'à la limite de la Constitution. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de transgresser la loi constitutionnelle. Alors, ce serait quel genre de concession, par exemple? Bon, j'admets qu'une fois Cédras, le major Michel-François Valmé et ceux qui ont organisé ce coup d'État, une fois qu'ils se retrouvent sous l'effet de l'embargo ou en prison ou ailleurs, j'admets de donner l'amnistie générale à l'armée d'Haïti. De plus, j'admets également qu'à la lumière de l'article 148, on laisse avancer le gouvernement constitutionnel avec M. Préval pour un certain temps qu'on peut ensemble déterminer. Il peut être question de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines. Alors, une fois ceci réalisé, nous pouvons, toujours à la lumière de la Constitution, nommer un autre Premier ministre, former un gouvernement pour accueillir quelques leaders de l'opposition. Telles sont des concessions que nous pouvons faire, moyennant, n'est-ce pas, la première étape franchie. Je vous remercie beaucoup. Avec l'avènement d'un régime démocratique et d'un président élu démocratiquement, disons que qui pourrait peut-être diminuer. Malheureusement, le changement brusque qu'il vient d'y avoir en octobre 91, où tout est à recommencer. En Afrique francophone, African countries that used to be French colonies, and of course, French-speaking communities that are not countries, Quebec and New Brunswick too. But there are also countries here, except in Romania, that French never heard. There is more to la francophonie than just French. La francophonie est ou doit être un espace de création. The host, President François Mitterrand, said francophonie provides room for creativity, the creativity of free enterprise, modern technology, and development. That's what brought many of these countries here, the need for aid. From France and from Canada. Que le plus puissant instrument du bonheur des peuples. Prime Minister Mulroney put the stress on the need for democracy as the most powerful instrument for human satisfaction.
He announced Canada will spend $1,400,000 on a human rights and democracy unit, which will help Francophone countries with elections and other practices of democracy. Quebec will also foster democracy, but with its own separate effort. Premier Robert Bourassa announced Quebec will spend $150,000 to train people how to run elections and political institutions. Bourassa said Quebec is playing what he called a distinct role at this summit. The French-speaking summit is giving to Quebec a role which we don't have in other summits. In the Commonwealth, for instance, Quebec does not play a role as he is playing in a French-speaking summit. But $1.5 million to teach them the ways of democracy will hardly satisfy the third world countries here. The most powerful weapon for democracy, they say, is a full stomach. And on that front, as one African leader put it today, the gulf between the rich countries and the poor is only deepening. Joe Schlesinger, CBC News, Paris. Dans ses fonctions de président d'Haïti. Soulignons également l'arrivée dans ce club de la francophonie de 3 nouveaux pays, d'abord le Cambodge qui... Haïti, mais renversé en septembre dernier, symbolise la fragilité des ouvertures démocratiques. Du père Jean-Bertrand Aristide, le président démocratiquement élu d'Haïti, et bienvenue, Monsieur le Président, à nos assises. Avant de s'adresser à la conférence, le Canada a rendu un hommage spécial au président Aristide, lui offrant ainsi l'appui moral de tous les États de la francophonie. Après un déjeuner officiel à l'Élysée, le sommet adoptait une résolution en faveur de la restauration du président Aristide à son poste. Une résolution qui appuie aussi toutes les sanctions économiques déjà décrétées contre Haïti. Haïti sert d'exemple percutant à ce sommet qui veut relier assistance économique à la démocratisation des États. Un message spécialement destiné aux États totalitaires d'Afrique. En améliorant la transparence du fonctionnement de l'État, la démocratie, j'en suis sûr, rend plus facile l'engagement de réformes économiques et financières capables de promouvoir la croissance et de mobiliser la communauté internationale. Ce à quoi une voix de l'Afrique a répondu, oui, bien sûr, à la démocratie, mais la démocratie, on doit l'aider. Un endettement accablant, une détérioration alarmante des termes de l'échange et une dégradation dramatique de certaines ressources naturelles vitales constituent des handicaps que de jeunes démocraties pourraient difficilement supporter. Quant à une mesure d'aide concrète en faveur des pays d'Afrique les plus pauvres, un allègement de la dette ou une aide financière par exemple, il n'est pas question de s'attendre à ce genre d'initiative du sommet de Chaillot. Ici Francine Bastien à Paris. Jean-Bertrand Aristide, le président en exil, soucieux de lui exprimer la sympathie et l'appui du Québec à la cause de la démocratie en Haïti. Robert Bourassa a rappelé à quelques reprises que le Québec avait été désigné rapporteur officiel de ce sommet, comme ce fut le cas au sommet de 1986. Une façon pour lui de répondre à ceux qui lui font observer que le Québec joue un rôle politique plutôt effacé dans la francophonie, même s'il en est l'un des principaux bailleurs de fonds. Jean Bédard, à Paris. Il reste que les pays d'Afrique sont inquiets. Des actions énergiques pour mettre fin à l'utilisation éhontée des pays du Sud comme poubelles, comme des dépotoirs des déchets toxiques et nucléaires. Le Sénégal aussi s'est engagé sur le chemin de la démocratie. Le président Abdou Diouf parlait lui aussi de développement face au naufrage de l'Afrique qui s'enfonce dans une crise profonde. Il compte entre autres sur la création de TV5 Afrique pour changer l'image et la perception de ce continent africain. Il nous faut tous adhérer avec enthousiasme à ce programme de la télévision multilatérale francophone. Elle seule peut sauvegarder nos cultures identitaires tout en nous permettant d'accéder à l'autre. Tout est affaire de point de vue. Pour les Africains, on demande plus d'aide au développement pour protéger les démocraties naissantes. Pour le Nord, comme pour M. Mulroney, il ne saurait y avoir de développement durable sans une démocratie véritable. On finira évidemment par s'entendre. Raymond Saint-Pierre à Paris. Alors demain, jour 2 du sommet, tous les travailleurs par le président et Mme Mitterrand au musée des monuments, un des 5 musées qu'abrite le palais de Chaillot.
Et c'est souvent lors d'occasions semblables que se lient des amitiés nouvelles, des sympathies qui peuvent peut-être conduire à une meilleure compréhension, à une plus forte solidarité, à l'ambition francophone, comme a dit le président Mitterrand. Là-dessus, je vous dis bonsoir de Paris, sous la pluie. Demain, à 18h30, heure de l'Est, nous vous présenterons une autre émission spéciale sur le déroulement des travaux. Donc, je remets l'antenne à Charles Tisser à Montréal. Charles. Condition de son éventuel retour au pouvoir en Haïti. Contrairement à ce que nous avons dit hier, le président Aristide n'a jamais déclaré qu'il était prêt à conserver le Premier ministre Jean-Jacques Honorat advenant son retour en Haïti. Jean-Bertrand Aristide a plutôt dit que le Premier ministre René Préval, qu'il avait lui-même nommé, devait assumer le pouvoir le temps de tenir des discussions avec l'opposition sur la formation d'un nouveau gouvernement. Nous vous présentons un extrait de cette interview exclusive accordée à Radio-Canada. J'admets qu'une fois Cédras, le major Michel-François Valmé et ceux qui ont organisé ce coup d'État, une fois qu'ils se retrouvent sous les feuilles de l'embargo ou en prison ou ailleurs, j'admets de donner l'amnistie générale à l'armée d'Haïti. De plus, j'admets également qu'à la lumière de l'article 148, on laisse avancer le gouvernement constitutionnel avec M. Préval pour un certain temps qu'on peut ensemble déterminer. Il peut être question de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines. Alors, une fois ceci réalisé, nous pouvons, toujours à la lumière de la Constitution, nommer un autre Premier ministre, former un gouvernement pour accueillir quelques leaders de l'opposition. Telles sont les concessions que nous pouvons faire, moyennant, n'est-ce pas, la première étape franchie. Brian Mulroney a annoncé que le Canada va consacrer aux bourses de la francophonie 50 millions de dollars au cours des